En janvier 2023, nous avons été nombreux à découvrir la mini-série The Last of Us, l'adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom, sorti 10 ans auparavant, en 2013. Divisée en 9 épisodes, la mini-série produite par HBO avait pas mal fait parler. La série avait divisé aussi bien les fans du jeu vidéo que les spectateurs lambda, et bien qu'elle ait bénéficié de critiques élogieuses, il serait malhonnête d'affirmer que la série était plus impactante que le jeu vidéo. En soi, je sais que ça ne se fait pas vraiment d'oser la comparaison entre un jeu vidéo et une adaptation en série, mais on le fait tous, alors bon. Et je ne pense pas prendre spécialement de risque en affirmant que, contrairement à la série, le jeu vidéo, lui, est un véritable chef-d'œuvre. Personnellement, j'ai été sacrément déçu par cette première saison. Tout n'était pas mauvais, mais tout n'était pas génial pour autant. Loin de là. J'ai eu beaucoup de mal avec ces infectés qui sont aussi rapides et agiles que les zombies que l'on voit dans le film World War Z. J'ai trouvé un peu limite cette volonté d'aseptiser la violence. Je n'ai pas du tout accroché à son casting, complètement incohérent et qui ne dégageait presque aucune authenticité, sans parler de tous ces moments mi-cringe, mi-lunaires qui ne font que s'enchaîner passé les premiers épisodes. Effectivement, pas mal d'éléments m'ont déçu. Pour autant, je retiens quand même certaines idées très originales, comme le principe de situer l'histoire non en 2013, comme dans le jeu, mais en 2003, ce qui offre un côté beaucoup plus vintage. J'ai relativement apprécié les deux scènes d'intro avec les scientifiques, au cours du premier et du deuxième épisode, deux scènes qui personnellement m'ont glacé le sang. Et j'ai adoré la scène de l'outbreak dans la bagnole au cours du premier épisode, mon niveau de stress était au top niveau à ce moment-là. Mais même si globalement je n'ai pas spécialement kiffé et que je mets à peine la moyenne à cette série, je dois avouer que si j'ai tenu jusqu'à la fin, c'est en partie grâce à son réalisme. Parce que s'il y a bien un élément qui a été très bien poussé dans cette adaptation, bien plus que dans les jeux, c'est le réalisme avec un grand R. Un réalisme qui, contrairement aux jeux vidéo, fait ici beaucoup moins rêver. En effet, dans la série, on sent qu'on est dans le monde réel, dans un monde encore plus dur, plus radical, sans pitié et sans réel espoir. En effet, dans la série, pas de fusillade nerveuse avec pléthore de munitions, pas de massacre à la chaîne, pas de baston hyper nerveuse où on voit Joël allonger une cinquantaine de mecs et d'infectés juste à coups de poing. Non, dans ce monde-là, les munitions se font extrêmement rares. Et dans la vraie vie, si vous cognez quelqu'un trop fort, vous vous pétez les phalanges. Et dans un système sans plus aucun moyen de production à grande échelle, vous n'avez pas le luxe de vous habiller avec des outfits bien classe. Vous prenez les fringues qui vous passent sous la main pour résister au froid, et c'est tout. Le style, vous y pensez plus vraiment. J'ai trouvé ça courageux de la part de la production d'avoir pris ce cheminement. Après plus d'une décennie, où une série comme The Walking Dead nous montrait Monsieur et Madame Tout-le-Monde être capable de dégommer des divisions de zombies sans trop galérer, ici on a affaire à l'exact opposé. Dans la série The Last of Us, quand vous arrivez à sécher un infecté, même avec un flingue, c'est un véritable exploit. Mais bon, même si j'ai apprécié le réalisme, ce n'est pas pour autant que je place cette série dans le top 10 des meilleures séries de l'histoire. Loin de là, alors que le jeu vidéo, lui, il est dans le top 10, voire même le top 5, sans forcer, catégorie post-apocalyptique. Et j'estime que, même si la série a misé à fond sur le réalisme, j'ai trouvé que le développement des personnages était bien moins maîtrisé que ce que l'on voyait dans le jeu vidéo. Oui, je trouve le jeu vidéo en 3D bien plus cohérent au niveau du développement des personnages, que l'adaptation avec de vrais acteurs de chair et de sang. Et pour rappel, on parle d'un jeu vidéo sorti en 2013. Et dans cette vidéo, justement, on va parler de quelque chose. On va lancer un débat qui va un petit peu tendre l'atmosphère. Car au cours de cette première saison, au cours du visionnage de la série, malgré une intrigue et une finalité similaires au jeu, je n'ai pas été confronté, pas une seule fois, à la question. Une question qui m'a hanté pendant des années, après avoir poncé The Last of Us sur console. Une question pas facile, dérangeante, presque honteuse. Une question auquel je pense avoir réussi malgré tout à répondre avec le temps et la maturité. Une question que beaucoup d'entre vous ont dû se poser également. Une question qui tourne autour du personnage principal de cette aventure, un certain Joel Miller. Quand vous pensez à Joel Miller, des tas de mots vous viennent à l'esprit. Courageux, déter, quasi indestructible, un gars bourré de bravoure, un héros. N'est-ce pas? Eh bien pourtant avec le recul, Joel, le héros de The Last of Us, ne serait-il pas en réalité le méchant de The Last of Us? Les décisions qu'il prend dans l'histoire sont-ils réellement morales? Et osons-nous nous poser la question, Joel ne serait-il pas un quasi-sociopathe uniquement rongé par l'égoïsme? Même si bon nombre d'entre vous se sentent mal à l'aise à l'idée de répondre à cette question, il faut voir la vérité en face. Et il faut aussi souligner que dans l'histoire du jeu vidéo, nous avons rarement eu affaire à un développement aussi proche de la réalité. Si on veut chipoter, oui, The Last of Us n'est pas ce qui se fait de plus réaliste du point de vue de l'action et du survival. The Last of Us se veut en revanche très réaliste du point de vue humain. Et c'est la raison pour laquelle on parle toujours du jeu plus de 10 ans après sa sortie. Dans mon entourage, j'ai pu voir bon nombre de gamins devenir accros au jeu alors qu'ils commençaient déjà à vieillir au niveau du gameplay et des graphismes. C'est aussi une des raisons pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous avez kiffé The Last of Us, mais pas que.
Vous avez kiffé son histoire, ses enjeux, ses personnages, et surtout vous avez kiffé Joel, parce qu'il est complexe, courageux, réaliste, inspirant également, comme vous, ou comme vous aimeriez l'être. Encore maintenant, je n'ai trouvé aucun jeu à avoir proposé une qualité d'écriture aussi riche. À mes yeux, celui qui se rapproche le plus de Joel Miller au niveau du développement et de la complexité, c'est Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Un personnage exceptionnel qu'on n'avait pas vu venir. Pour les anciens, rappelez-vous, à la sortie des premiers trailers de Red Dead 2, on était dégoûtés de savoir qu'on allait sûrement incarner un cow-boy bourru, violent et sans aucune subtilité, en comparaison avec le très malin John Marston du premier Red Dead Redemption. Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said what you looking at, woman. My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Et pourtant, à notre grande surprise, Arthur Morgan s'est révélé en réalité être un des personnages les plus profonds et les plus attachants qu'on ait jamais incarné sur console. Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Mais concernant Joel Miller, on a affaire ici à une sorte de précurseur du côté des jeux nouvelle génération. Un héros qui n'en est pas tellement un, mais qu'on a envie de prendre pour un héros quand même. Et pour nous faire apprécier un personnage de cette trempe, il faut un très gros travail au niveau de l'écriture. Et Naughty Dog a fait un boulot de fou furieux. Car ceux et celles derrière la conception du personnage auront réussi l'exploit de nous pousser à sympathiser avec ce que l'on peut considérer avec le recul comme un meurtrier, un menteur, un manipulateur qui choisit de faire passer ses propres désirs égoïstes avant l'intérêt suprême qu'est le salut de l'humanité. La première fois que j'ai joué à ce jeu, après le final sanglant, après ce passage où Joel mytho Ellie en la ramenant chez son ref, une fois le générique final mis en branle, j'ai posé la manette, je me suis tourné vers ma copine de l'époque, on a soufflé en même temps et on s'est dit plus ou moins la même chose. Wow, c'était intense de ouf, trop même, mais je sais pas quoi penser, je sais plus. C'était comme déboussolé. Même si on s'était grandement attaché à Ellie, notre pragmatisme nous poussait à nous dire qu'il fallait effectivement devoir sacrifier la gamine pour sauver le reste de l'humanité. Elle est la seule à être immunisée au cordyceps. Les médecins peuvent créer un vaccin, et compte tenu de l'avancée de l'épidémie, il ne fait aucun doute que l'humanité vit, en réalité, ces dernières années. C'est le moment le plus déterminant quant à l'avenir du genre humain, et il reste très peu de temps avant que la situation devienne irréversible, définitivement. Mais en même temps, au début du jeu, Joel avait perdu sa fille, sa réaction était compréhensible. Sans pour autant juger ce qu'il avait fait dans le jeu, on comprenait. Il voulait sauver Ellie car, indirectement, en sauvant Ellie, il sauvait sa fille. Du moins, c'est ce qu'on ressentait à peine quelques secondes après avoir tué toutes ces lucioles, le médecin, Marlène. Malgré tous les morts, on ressentait toujours de la compassion et de l'amour pour Joel. Nous étions guidés par notre ressenti, notre émotion, notre amour pour ces deux personnages, en somme. Un amour qu'on avait développé au fur et à mesure de cette aventure, de ce road trip au cœur de l'enfer. Après tout, on en aura vu du pays, et on en aura descendu du méchant. Des brigands, des cannibales, des infectés, mais pas que. Parce qu'avec le recul, avec le temps, à force de réflexion, le pragmatisme a fini par s'emparer de nous pour de bon, et nous avons fini par arriver à une conclusion terrible, qui nous faisait mal au ventre à force de creuser l'idée. On était passé de l'admiration pour Joel, une admiration pour sa force, son courage et sa détermination sans aucune limite, à un constat beaucoup moins flatteur. Pour nous, il était devenu pire que ceux qui l'avaient massacré. On a fini par arriver à la conclusion que Joel Miller était humainement une véritable ordure. Ce type venait de ruiner la seule chance de trouver un remède. Quel enfoiré! À cause de lui, tout est plié. Définitivement. Tous ces hommes, tous ces moyens foutus en l'air pour rien, par pur égoïsme, Joel Miller a aidé le cordyceps à gagner son combat contre l'humanité. C'est fini. L'humanité ne subsistera que dans des zones ultra sécurisées avant de périr progressivement, suite à des virus, des attaques d'infectés ou une famine généralisée suite à un climat trop violent. Et qu'est-ce qu'on n'avait pas pensé? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Car quand on en a parlé autour de nous, notamment sur les réseaux à l'époque, Facebook, les forums jeux vidéo, tout ça, eh bien la plupart des fans et des amoureux du jeu ne voulaient même pas aborder le cas de Joel sur un ton un minimum négatif. Joel c'était le héros ultime, celui à qui on voulait ressembler, et c'est normal, le mec est BG, stock et mort des terres en baston, c'est un peu le grand frère, le père, l'oncle qu'on rêverait d'avoir.
Pour parler de ses qualités, concernant la survie, on était bon, mais concernant ses choix moraux, là c'était une autre musique. Le gros des réponses qu'on m'aurait torqué quand j'avançais le fait que Joel avait abusé à la fin du jeu, c'était des phrases du style « Non mais mec, arrête, on parle de Joel là, il a sauvé la vie de cette fille parce qu'il se souciait d'elle. Elle allait être sacrifiée par des chercheurs sans aucune garantie de trouver un vaccin. Car en substance, oui, techniquement, rien ne garantissait que les chercheurs allaient trouver un vaccin. Il a bien fait, c'est un guerrier et un héros, point barre. » Le gros des avis avait montré à quel point Joel était un personnage aimé et surtout un personnage compliqué. Et ce genre de complexité tend à vite trancher dans les opinions. Plusieurs mois après la sortie du jeu, la hype était descendue mais on sentait bien que la passion, le respect et l'approbation pour le jeu étaient encore bien présents et palpables. Pour autant, les joueurs les plus calés, les plus chevronnés avaient pour manie d'occulter presque involontairement les agissements en profondeur du personnage, pour mieux se concentrer sur les innombrables qualités que proposait The Last of Us. Son gameplay hyper nerveux lors des bastons, sa bande sonore subtile et émouvante, son mode online, les innombrables détails qui ont joué dans l'immersion de cette Amérique complètement ravagée après 20 ans d'apocalypse, etc., etc. Les agissements de Joel et la conclusion du jeu ont fini comme oubliés pour mieux laisser place à des débats d'ordre esthétique et vidéoludique, comme si on cherchait à esquiver un sujet qui fâche. D'autant plus qu'à la même époque, bon nombre d'excellents titres sont sortis sur console et sur PC, notamment GTA V qui avait occupé le gros des débats autour du jeu vidéo. Cependant, pour la petite anecdote, sachez qu'il existe un jeu qui comporte une écriture assez similaire à ce que l'on peut découvrir au cours de The Last of Us. Un jeu sorti au quasi même moment, qui n'a pas fait tant de bruit mais qui a été un énorme succès critique auprès de ceux et celles qui ont l'opportunité d'y jouer. Spec Ops The Line. Je n'entre pas dans les détails, et même si l'histoire du jeu est très éloignée de ce que l'on découvre dans The Last of Us, le travail au niveau du scénario et des personnages principaux rappelle quelques dilemmes moraux que l'on sera amené à découvrir avec Joel. Et pour le coup, je trouve le final de Spec Ops bien plus poussé, voire même encore plus impactant par certains aspects. Je n'en dis pas plus, mais tous ceux et celles qui ont joué devraient normalement approuver cette idée avec un hochement de la tête. En tout cas, au cours des années 2010, les débats sur le personnage de Joel se sont dissipés avec la multitude de chefs-d'œuvre qui sont sortis au cours de cette décennie. Ces débats ont été ravivés et surtout intensifiés lorsque nous avons été amenés à jouer à sa suite ultra attendue, The Last of Us Partie 2. Si les développeurs ont réussi l'exploit de rendre le second volet encore plus beau et surtout encore plus terrifiant, les scénaristes ont dépassé un autre challenge, faire de ce deuxième volet un jeu encore plus violent, encore plus brutal, encore plus dark et encore plus traumatisant que le premier volet. Bien plus traumatisant. Et le point culminant du traumatisme arrivera très vite, à la fin du premier chapitre, lorsque le personnage de Joel a été massacré par ce nouvel antagoniste, Abby Anderson. La mort de Joel a été un énorme choc pour les fans de la licence. On s'attendait plus ou moins au pire, mais certainement pas à la mort d'un personnage aussi iconique, et surtout pas avec un niveau de brutalité pareil. La mort hyper hardcore de Joel a déclenché une controverse parmi les fans de la licence, et une partie de cette controverse a été simplement due au fait que les fans étaient contrariés qu'un personnage qu'ils aimaient ait été tué. Mais surtout, là où la controverse est faite plus bruyante, c'est sur la façon dont Joel est mort. Une mort brutale oui, mais aussi humiliante et sacrément vicieuse. Joel ici n'est pas mort en héros au cours d'un combat, d'une fusillade ou suite à une attaque d'infectés. Il n'est pas mort en sauvant quelqu'un, ni de façon dramatique avec de la bravoure, du mélo et une musique émotionnelle en background. Non, non, Joel a été battu à mort, et il a eu tout le temps de se voir mourir. Joel Miller. T'es qui, toi? Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez. T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. T'es vraiment un imbécile.
si vite. Après avoir eu le genou explosé à coups de fusil à pompe, il aura subi des dizaines et des dizaines de coups de club de golf. Chacun de ses os ont fini brisés, en miettes. Tout son corps n'était plus qu'un amas de chair et d'os réduits en bouillie. Et ça, par la main d'une femme au cœur gorgé de haine. La mise à mort était si brutale et si méchante que les fans ont eu l'intime impression que les scénaristes détestaient Joel, qu'ils ont éprouvé un plaisir presque malsain et sadique de le torturer de cette manière. Comme s'ils cherchaient à le punir pour une raison ou une autre. Une raison qui, jusqu'ici, échappait à beaucoup de monde, et surtout, échappait aux fans. Bon nombre de fans étaient à l'époque complètement sidérés, dégoûtés, et là aussi, déboussolés. Pourtant, quand on se penche sur les interviews de Neil Druckmann et des développeurs, on comprend que les scénaristes n'avaient jamais, mais alors jamais, eu l'intention de nous faire aimer Joel. Le but était simplement de montrer un homme normal, télescopé dans un monde radical. Le personnage était si bien écrit que nous sommes tous tombés en admiration pour lui. Et le voir se faire massacrer de cette manière, c'était insoutenable. Une sorte de torture mentale que nous imposeraient les scénaristes pour nous tourmenter et briser quelque chose en nous. Joël, allez, lève-toi. Va au diable, Je te fais pitié. Je vais vous piter. Une chose est sûre, bon nombre de joueurs sont tombés là aussi, comme pour la fin du premier, dans le dangereux piège de la réaction émotionnelle. Il faut revenir à l'origine du jeu, à son ouverture, une intro super intense qui nous a tous marqués de fou quand on l'a découvert. Une intro qui vous jette au cœur d'une épidémie apocalyptique, le moment précis où la société et la civilisation va s'effondrer. C'est le chaos dans les rues. Des trucs explosent, des gens se font bouffer, c'est l'enfer sur Terre. Joel assiste, comme tout le monde, à cet effondrement, sans comprendre réellement ce qui se passe. Tout ce qu'il faut faire, c'est fuir, se cacher. Malheureusement pour lui, il arrivera ce qui se fait de pire pour un père. Joel verra sa fille Sarah se faire tuer par un soldat qui tentait de contenir l'épidémie en abattant les individus suspects. Cette scène déchirante en aura fait pleurer plus d'un. À ce moment-là, on fait corps et âme avec la peine et la souffrance de Joel. Et c'est pile à partir de ce moment-là que, quoi qu'il se passera dans l'histoire, nous prendrons le parti de Joel. Car Joel, il a perdu sa fille. Il est brisé, il est comme mort à l'intérieur. Compte tenu de ce qu'il a vécu, on est obligé de se mettre dans sa peau, et indirectement on est comme obligé de pardonner tout ce qu'il fera, car on se met à sa place, et on comprend son ressenti, sa rage, sa détermination, sa haine. Joel est un survivant, un guerrier prêt à tout pour survivre, et il est tout sauf un tendre, et surtout, il est tout sauf ce que l'on peut appeler un gentil. Il y a un signe avant-coureur qui prouve que Joel n'est peut-être pas le héros sympa et humaniste que l'on veut s'imaginer. On va revenir un tout petit peu en arrière, peu avant que Sarah se fasse tuer. Observez ce passage. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passe. Peux-tu les aider? Je ne pense pas que l'on puisse affirmer que cette décision de ne pas s'arrêter pour aider cette famille soit objectivement bonne ou mauvaise. Il pourrait choisir de les aider, ce serait gentil et généreux de sa part, mais peut-être aussi insensé, voire dangereux. Ça dépend du point de vue. Plutôt que de faire entrer cette famille, il choisit de faire passer la sécurité et le bien-être de la sienne en premier. Il choisit d'assurer leur sécurité au détriment de l'aide à quelqu'un d'autre. Encore une fois, je ne peux pas dire que l'on puisse dire si c'est bien ou mal, mais une chose est sûre, c'est égoïste. Ça oui. Mais je vous arrête tout de suite, car je sais très bien ce que vous êtes en train de penser là, maintenant. Vous devez vous dire que si vous étiez à sa place, vous ne vous seriez pas arrêté non plus. Vous auriez tracé votre route, et vous n'auriez pas pris le risque que ce père en galère sorte un flingue pour vous dégager de votre propre bagnole, vous laissant ainsi sur le bord de la route. C'est la loi de la jungle après tout. Désormais c'est chacun pour soi, chacun pour sa gueule. Je comprends tout à fait, seulement,
qu'est-ce que vous auriez ressenti si ça avait été vous sur le bord de cette route, avec votre bagnole en rade et votre famille en panique et en stress face à l'incompréhension et face à ce qui s'annonce? Qu'auriez-vous fait? Croyez-moi, vous auriez supplié à genoux la première voiture qui passerait dans le coin. Ah, là vous sentez, c'est beaucoup moins agréable quand on se met dans les pompes de la victime et de ceux qui se retrouvent en position de faiblesse. On aime généralement se sentir dans celle des autres, ceux qui s'en sortent, ceux qui gagnent. Or, malheureusement, dans la réalité, ça se passe que trop rarement comme ça. Presque jamais en fait. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on comprend que Joel est tout sauf ce que l'on pourrait qualifier d'humaniste. Dans le tournant de l'action, on pourrait dire que c'est normal, ce genre de réaction. Mais en réalité, c'est le moment décisif pour le personnage de Joel. Si vous comprenez cette décision qu'il prend au tout début de l'histoire, vous comprendrez toutes celles qu'il prendra par la suite. Et vous comprendrez le rapport que peut porter Joel à la civilisation et au collectif. Plus on va avancer dans le jeu, et plus on va comprendre que Joel est peut-être pas le héros idéal que l'on puisse rêver d'incarner. Ça peut faire mal de le dire, mais il faut être honnête et factuel. Joel est un nihiliste cynique, à tendance quasi psychopathe. Quand on l'incarne 20 ans après l'Outbreak, on le voit avec Tess, et on comprend que tout ce qui l'importe, c'est sa survie et celle de son ami. Si on fait un gros bond de 20 ans entre 2013 et 2033, sans trop rien savoir de ce qui s'est passé entre eux, nous apprendrons pêle-mêle des bribes de ce qu'il s'est fait pendant cet intervalle. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage dans le jeu après avoir rendu la petite visite à Bill, lorsque Joel et Ellie entrent dans la ville de Pittsburgh? Joel et Ellie tombent dans une embuscade tendue par un groupe de brigands qui useront d'une technique vieille comme le monde, se faire passer pour des blessés pour jouer sur la pitié des victimes potentielles. Après lui avoir rentré dedans et après avoir massacré toutes ses ordures, Joel admettra à Ellie qu'il a tendu la même embuscade à d'autres personnes. Lui aussi, à une autre époque, il aura fait la même chose, faire croire à des gens qu'il était blessé pour les piller, ou encore pire. Et lorsqu'Ellie lui demande s'il a tué des innocents, il refuse de répondre, ce qui en dit très long sur ce qu'il a dû faire. Joel semble d'ailleurs être dans une sorte de déni de réalité, car quand Tess lui rappelle que lui et elle ont fait des saloperies, qu'ils sont des ordures, Joel rétorque directement qu'ils sont avant tout des survivants. Comme s'il cherchait à minimiser la gravité de ses actes, et pour rappel, les activités de Joel semblent pas spécialement claires. Car on comprend qu'avec Tess, ils sont tous les deux dans le trafic, dans des combines, avec les Lucioles, avec des brigands. On voit bien qu'ils traînent dans les bas-fonds de la ville de Boston. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joel, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! Maintenant, prenez un autre passage, celui où Joel rejoint Tommy, son ref au barrage à proximité de Jackson. Au cours d'un bref entretien, son frère dit quelque chose qui devrait autant vous interpeller que vous glacer le sang. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben ça valait pas le coup. Tommy considère ces épreuves, cette époque, ces années comme un cauchemar. Joel a dû le pousser à participer, à faire des choses horribles, faites pour survivre, et d'après lui, ça n'en valait pas la peine. On comprend que Tommy ait voulu mettre des distances avec son frère. Généralement, quand vous kiffez vraiment votre frangin, vous déménagez pas à l'autre bout du pays, surtout dans une situation aussi désastreuse. Quand on lit entre les lignes, on comprend mieux le mindset et le passé de Joel. Et quand on découpe et que l'on regroupe les éléments, on comprend que Joel est un meurtrier. Il a tué des innocents. Et il a fait des choses terribles. Rappelez-vous du début du jeu, on comprend qu'on se trouve à Austin, au Texas. Et où se trouve Joel 20 ans après? À Boston, tout au nord. Entre Austin et Boston, il y a plus de 3000 bornes. Dans un système où l'aviation est hors service et où l'essence est une ressource hyper rare. On apprend que Joel a suivi son frère jusqu'à là-bas quand ce dernier voulait rejoindre les Lucioles, un groupe d'activistes révolutionnaires guidés par une sorte d'idéalisme contre-réactionnaire. Traverser la quasi-intégralité du pays, au cœur d'un chaos indescriptible, ça doit forcément vous obliger à faire des choses monstrueuses, inoubliables, impardonnables. Et il ne fait aucun doute que compte tenu de la perte de sa fille et de la radicalité de ce nouvel environnement, Joel a dû être sans aucune pitié pour ceux qui ont croisé sa route. On en sait assez peu concernant ce qui a pu se dérouler entre l'Outbreak et les événements que l'on vit dans le jeu. Cependant, on peut visualiser et imaginer un chaos monstrueux et indescriptible. Plus de la moitié de la population s'est retrouvée infectée par le cordyceps en l'espace d'une journée. Toutes les infrastructures, tous les services se sont retrouvés saturés, hors service, voire complètement détruits par les bombardements, les infectés, les pillards ou les incendies. Plus aucun service ne devait être en état de fonctionner, car le gros des travailleurs en charge d'entretenir la civilisation ont fini infectés, tués ou ont dû abandonner leur poste pour fuir avec leur famille.
le chaos devait être tout simplement apocalyptique. Personne ne comprenait rien à ce qui se passait, et personne ne pouvait imaginer à quel point ça allait être la merde, en si peu de temps, et à quel point ça allait s'empirer d'année en année, comme c'est très bien expliqué dans le générique du début. Et dans ce cas de figure, croyez-moi, qu'importe le degré et le niveau de civilisation, l'homme redevient primitif très très vite, bien plus vite que vous pouvez l'imaginer. N'y portez là aucun jugement de valeur, dans ce genre de catastrophe, nous ne ferions pas exception à la règle, et je n'ose même pas imaginer dans quel état de panique je serais si ça devait arriver. Lorsque l'on se retrouve au pied du mur, sans préparation physique et surtout sans préparation mentale, la panique et surtout l'égoïsme prend le dessus. Toujours. Il ne fait aucun doute que la période qui a suivi l'outbreak ait causé encore plus de morts que le premier jour de l'infection. Des gens ont dû se massacrer mutuellement pour des boîtes de conserve, pour des médicaments ou des paquets de clopes. Celui qui vous semblait être votre voisin sans histoire est devenu un véritable prédateur sans pitié, en l'espace de quelques jours. Tout le monde cherche à survivre, et sans aucune autorité, sans force de l'ordre, sans aucun système pour entretenir un semblant de civilisation, les choses peuvent dégénérer à vitesse grand V, entraînant ainsi des morts et des blessés graves. À un moment où les médecins deviennent extrêmement rares et où les hôpitaux sont quasi tous hors service. Car pour rappel, comme on l'apprend dans The Last of Us partie 2, les premières heures de l'infection, les hôpitaux se sont retrouvés saturés par les victimes du cordyceps. Quand Nora emmène Abby dans les tréfonds de l'hôpital de Seattle, on apprend que les médecins et le personnel médical a été complètement débordés et ont fini déchiquetés et massacrés par les infectés avant de comprendre le centième de ce qui était en train de se goupiller. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on n'a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Bref, vous comprenez que dans un cas de figure comme celui-là, Joel Miller a fait comme presque tout le monde. Il a tenté de survivre, et compte tenu de ses capacités physiques, sa détermination, la perte de sa fille et son petit frère à protéger, il a dû faire des dingueries qu'on ne peut même pas concevoir. Je profite d'ailleurs de cette réflexion pour vous faire comprendre à quel point la civilisation qui vous entoure, à l'instant T, là maintenant, une civilisation que bon nombre d'entre vous, je le sais, n'appréciez pas forcément, eh bien, croyez-moi, vous donneriez n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi, pour la retrouver, si on devait subir le quart de ce que sont tapés les personnages du monde de The Last of Us. On vit dans un paradis et notre devoir à tous est de l'entretenir, le respecter, et saluer chaleureusement ceux et celles qui font tourner cette machine magnifique. La série et le jeu vidéo agit comme une sorte de rappel, un rappel au respect pour tout ce qui vous entoure, l'électricité, l'eau courante, la médecine, les grandes surfaces, et tous les travailleurs qui composent ce système. Vous ne soupçonnez pas à quel point nous vivons dans un monde juste génial. Mais bref, pour revenir à Joel, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne vais pas le juger simplement comme un méchant sans pitié. On n'a pas spécialement affaire à quelqu'un de vicieux ou de sadique, juste pour le simple plaisir de tuer ou faire souffrir. En revanche, on a affaire à quelqu'un prêt à tout pour la survie. Sans doute capable du meilleur, oui, mais aussi et surtout du pire. Même si en soi, on ne voit pas ce qu'il a fait par le passé, quand on lit entre les lignes, on n'a pas d'autre choix que de revoir notre admiration pour le personnage un peu à la baisse. C'est quelque chose de douloureux, mais il faut se rendre à l'évidence. Et ça, c'est dur pour les amoureux du personnage. Et il y en a beaucoup. Vous en faites sûrement partie. Encore une fois, le but n'est pas de le juger stupidement, de façon malhonnête, car nous n'aurions sans doute pas fait mieux à sa place, si on avait été dans ses pompes. Mais quand même, on comprend que Joel ne s'est pas contenté de massacrer des opposants sur sa route. On comprend qu'il a aussi torturé des mecs. Vous vous rappelez de ce passage, dans le premier jeu ? La fille. Elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Va te faire foutre! Il t'a dit ce que tu voulais savoir! Je te dirai que dalle! C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends! On s'imagine que Joel s'improvise tortionnaire parce qu'il cherche à retrouver Ellie. Seulement dans le deuxième jeu,
On comprend que son frère, Tommy, a torturé de la même manière 2 mecs pour soutirer des informations. Et qu'est-ce qu'on apprend de la bouche d'Ellie? C'est quoi ce bordel? C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici. Lui, je l'ai jamais vu. Ils les utilisaient l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. On comprend lors de cette scène que Joël n'était pas son premier coup d'essai, et qu'il a dû expertiser ce genre de technique une bonne dizaine de fois, quand tout s'est effondré. Pour survivre et se mettre en sécurité, sans doute. Peut-être qu'il a torturé des gars pour de la bouffe, de l'eau, des médicaments, de l'essence, on n'en a aucune idée. Mais il l'a fait. Il a tenu des embuscades, il a torturé, il a sauvé son frère au point que ce dernier ait pris la tangente et considéré ce passé comme un pur cauchemar à oublier. Et des cauchemars justement, Joël doit s'en farcir lui aussi. Rappelez-vous de la façon où il se réveille quand Tess toque à sa porte, ou quand Ellie mentionne que Joël parle en dormant. Joël est habité, hanté par les souvenirs et par toutes ces monstruosités par lesquelles il est passé, et il ne fait aucun doute que sa fille n'est pas le seul fantôme à le tourmenter. Car notre subconscient, concernant Joël, il nous fait principalement retenir que cette tragédie, la perte de cet enfant, une incarnation de l'innocence. Naturellement, de par sa perte, nous développons une empathie naturelle pour Joël. C'est une histoire qui brise le cœur, qui est touchante. Et le relationnel entre Joël et Ellie agira comme un coup du destin des plus bouleversants. Après 20 ans de douleur, Joël croisera la route de celle qui lui rappelle sa fille. De personnages authentiques, réels, avec des émotions purement humaines. Au départ, leurs interréactions sont brutales et sans réel attachement, mais plus on avance dans l'histoire, et plus ces deux-là vont se compléter. Et ils vont nous pousser presque instinctivement à nous soucier pour leur sort. C'est une écriture magistrale, l'une des meilleures de tous les jeux vidéo, et c'est la raison pour laquelle on aime ce jeu, c'est la raison qui vous pousse à continuer d'écouter votre serviteur. Et je sais que certains d'entre vous seraient tentés de me dire « Tu es dur avec Joël, mais regarde, au cours du jeu, il agit avec bienveillance, il entre dans une sorte de phase de rédemption par rapport à son passé. » Eh bien, c'est ce que l'émotion vous dicte. En réalité, Joël n'a changé en rien. Joël n'a pas changé d'un iota. À aucun moment il ne cherche à suivre une quelconque rédemption, contrairement à Arthur Morgan, par exemple, qui lui, passé un certain moment dans le jeu, tentera de rattraper les fautes de son passé. Mais pour The Last of Us, rappelez-vous un moment, Joël et Ellie rencontrent Henry et Sam, deux frangins survivants qui eux aussi sont à la recherche des Lucioles. Si Henry paraît sympa comme ça, eh bien il n'est pas qu'un simple survivant, c'est un miroir de Joël. Henry n'a qu'un seul objectif, prendre soin de son frère Sam. Sam est sa priorité, plus que toute autre chose dans ce monde, tout comme Joël ne se soucie que d'Ellie et de rien d'autre. Lorsqu'ils essayent d'échapper aux barbares de Pittsburgh, Joël a besoin d'aide pour s'en sortir avec la petite, et Henry choisira la sécurité de son petit frère plutôt que d'essayer d'aider Jojo. Ça vous avait énervé et choqué, hein? Et pourtant, c'est exactement le même choix que Joël a fait quand il a refusé de s'arrêter pour cette famille qui avait besoin d'aide au début du jeu. Ici, Joël se retrouve abandonné, seul avec Ellie contre les méchants. Heureusement, ils s'en sortiront in extremis, et quand Joël recroisera le chemin de Henry, quelle sera sa réaction? Joël, qui jusqu'ici n'a fait passer finalement que ses intérêts, eh bien il prendra quand même le geste de Henry comme une trahison. Un choix compréhensible, bien sûr, égoïste, mais compréhensible. Cependant, plutôt que de comprendre l'acte de Henry, acte qu'il aura produit une bonne centaine de fois depuis le début du bordel, eh bien, Joël lui arrachera son flingue et sera prêt à le buter. Il ne fait aucun doute que si Ellie ne s'était pas interposée, Joël aurait fumé Henry et le gamin sur un coup de colère. Quand c'est lui qui est la victime de l'égoïsme, il ne peut pas le supporter, au point d'être prêt à tuer pour se venger, sans aucune forme de recul. Alors que c'est pourtant un daron. Il justifiera toutes ses mauvaises actions par du pur pragmatisme de survie, alors que, quand ça le touche lui, personnellement, il perd toute forme de sang-froid et d'introspection. Vous voulez que j'aille encore un peu plus loin? Eh bien écoutez ça.
Un peu plus tard dans l'histoire, on peut prendre en compte les mots de David. Ce mec-là, vous vous rappelez? Oui, on apprend que David est un méchant. Avec ses gars, il n'hésite pas à traquer des survivants pour les bouffer. Seulement, David emploie des mots qui semblent bien résumer ce que peut incarner Joel pour les autres. Oui, il ne fait aucun doute que Jojo est un guerrier et un survivant. Et il ne fait aucun doute que les mecs qu'il a fumés ne valaient pas mieux que lui. N'empêche que David semble avoir plutôt bien cerné le personnage, car quoi de mieux qu'un psycho pour analyser un autre psycho? C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Et c'est là justement que le talent des scénaristes est réellement palpable. La personne qui laisse supposer que Joel est un monstre, c'est un monstre lui-même. Et là, notre subconscient directement va nous pousser à rejoindre directement le camp de Joel. Et là où les scénaristes nous imposent un dilemme, c'est sur celui-là. Qui est le vrai méchant dans ce chapitre? Est-ce que c'est David? Est-ce que David est plus méchant que Joel? Ou vice-versa? Parce que d'un côté, on a Joel qui tue des dizaines de gars à la chaîne pour sauver Ellie, et de l'autre on a David qui tue des gens, oui, qui est prêt à commettre l'irréparable avec Ellie, on est d'accord, mais David tue des gens. Mais tout de même, David tue des gens pour sa communauté, pour qu'elle puisse continuer à survivre. Car il y a du monde dans sa communauté, une communauté avec des hommes, des femmes et des enfants, et cette commu, elle a l'air de l'avoir dans le baba continuellement, compte tenu du décorum juste infernal aux alentours. De la neige, des montagnes, des infectés, bref, un endroit impossible à vivre si on ne recourt pas à des protocoles extrêmes. C'est horrible comme raisonnement, on est d'accord? Eh bien, ça rappelle la perspective du point de vue. Je sais pas si on formule la phrase comme ça, mais vous m'avez compris. Tout n'est qu'une question de point de vue. En fait, le gros des jugements de notre vie, qu'il soit social, politique, artistique ou sentimental, c'est avant tout une question de point de vue. À vrai dire, c'est toujours une question de point de vue. Une chose est sûre, je me sens un peu gêné de juger moralement l'un ou l'autre dans leurs agissements. Dans ce cas de figure, je ne sais en rien ce que j'aurais été capable de faire, et vous non plus. Mais pour moi, là où les scénaristes ont poussé le concept au-delà de la perfection, c'est lors de l'acte final dans l'hôpital. Lorsque l'on comprend qu'Ellie va mourir sur la table d'opération, car les médecins ont besoin de récupérer le cordyceps qui pousse dans son cerveau pour produire un vaccin. Joel n'est pas de cet avis, et il redevient ce personnage cynique et nihiliste qui ne se préoccupe que de sa propre survie, et son but principal, c'est Ellie, qu'il considère comme sa fille. Elle est sa fille, et Joel, encore une fois, choisira sa famille au détriment des autres, peu importe qui ils sont et combien ils sont, comme il l'a fait dans le prologue, en choisissant de ne pas s'arrêter pour cette famille sur le bord de la route. Tout comme Henry pensa à Sam avant tout le reste, et tout comme David pensa à sa communauté avant tout le reste. Alors oui, il y a une différence notable entre ce cannibale qui allait tuer Ellie juste pour nourrir quelques personnes, et les Lucioles qui vont tuer Ellie pour fabriquer un remède qui sauvera l'humanité. Car c'est bien le projet des Lucioles. L'aboutissement de leur projet, c'est l'anéantissement total du cordyceps, le retour à un début de normalité, un retour à la civilisation. Seulement Joel, lui, il n'en a rien à foutre, strictement rien. Ce qui lui importe, c'est sa fille, et surtout, in fine, c'est lui et lui seul. Mais avant de conclure, nous devons aborder l'absence du libre arbitre d'Ellie. Elle n'a pas eu le choix de sacrifier ou non sa vie pour sauver l'humanité. Les Lucioles sont restés discrets sur leur objectif, et Joel, quant à lui, il lui kidnappe ce choix en lui mentant et en la baratinant. Il ne lui dit pas qu'il a fumé la moitié de l'hôpital, tué un des derniers médecins en activité, ainsi que Marlène. Marlène qui, jusqu'au bout, aura tenté de raisonner Joel, et ça même après avoir commis l'irréparable. Il ne fait aucun doute qu'Ellie aurait accepté son rôle et aurait donné sa vie pour l'intérêt supérieur de l'humanité. Les scénaristes ont fait un gros travail car malgré les indices dissimulés, on en revient toujours à pardonner Joel. Dans le deuxième volet, la majorité des joueurs ont été dégoûtés de voir Ellie tourner le dos à Joel. Presque tout le monde a éprouvé une haine viscérale envers Abby Anderson. On a incarné Joel, on l'a aimé, il nous a fascinés et inspirés car il agit comme un héros badass et sans pitié. Mais en réalité, Joel n'a rien d'un héros. De par la subtilité d'écriture, et de par le fait que l'on incarnait ce personnage directement, on ne pouvait pas au premier abord, pour la majorité d'entre nous, prendre Joel pour ce qu'il est, pour ce qu'il incarne. Or Joel, jusqu'ici, n'aura fait preuve que de radicalité et d'égoïsme. Ellie a eu raison de lui tourner le dos après qu'elle ait appris ses mensonges. Abby s'est vengée légitimement parce que Joel a tué son père qui était un médecin, un humaniste véritable, un homme de bien, un homme qui a fait de sa profession un rôle déterminant quant à la survie du genre humain.
Joel a tout foutu en l'air, par amour pour sa fille, même pas directement pour Ellie, mais pour sa fille, son enfant. Une réaction normale d'un père de famille déter et sans pitié, des qualités totalement valeureuses qui se respectent, mais dans ce cas de figure, la finalité est différente, car on dépasse le stade de la simple revanche sur la vie. Joel n'a écouté que ses bas instincts et a fait passer son intérêt avant celui des autres, son propre intérêt avant ceux des derniers d'entre nous. Oui, on a aimé Joel, et oui, on l'aime toujours. On aime ce jeu, cet univers froid, brutal et sans espoir. C'est là toute l'ironie. On aime bien le gameplay et le réalisme qui dégage de chaque scène du jeu. Mais la raison pour laquelle on aime The Last of Us, c'est pour son écriture. Une écriture brillante, irréprochable, et qui, plus d'une décennie après, continue à nous hanter, à nous faire réfléchir, à nous diviser, à nous procurer quelque chose de devenu très rare dans le monde du jeu vidéo, nous rassembler. On n'est pas spécialement tous d'accord concernant le personnage, concernant son bilan, et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce jeu nous a fait réfléchir, il nous place face à des dilemmes moraux, face à des contradictions internes, face à la réalité et surtout, face à la complexité du genre humain. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça ? Dites-le dans les commentaires, n'hésitez jamais à répondre à ceux qui vous interpellent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez découvert la chaîne et que vous aimez The Last of Us, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai déjà produit des vidéos ultérieurement et j'en prévois d'autres sur Abby Anderson, sur Ellie et sur plein d'autres trucs. J'aimerais créer des nouvelles sur The Last of Us, j'aimerais parler de l'Outbreak, de l'après-Outbreak, j'aimerais tourner d'autres vidéos où j'expliquerai d'autres histoires, des histoires sur le Cordyceps, des histoires de survie sur comment ça se passerait dans tel ou tel pays, avec tel ou tel personnage, bref, je pense à plein de choses, bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour lui donner de la force. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous, ciao.